De retour avec Christian Page. Oui, je le sais, là, c'était difficile, mais c'est dans la nouvelle, puis c'est de l'actualité, puis on a parlé de nécrophilie. Bon, tu veux en remettre, là? Oui, mais de façon, disons de façon moins prenante. Oui, d'accord, OK. Même, et en fait, il s'agit d'une vieille tradition chinoise qui est un petit peu dépassée, mais qu'on retrouve encore dans certains milieux, certaines communautés hyper conservatrices, et c'est le mariage fantôme. Hein? Et là, tu me dis, bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans la culture chinoise, on croit que des époux dans la vie deviendront, dans l'au-delà, des époux pour l'éternité. Évidemment, j'entends des gens dire, eh mon Dieu, j'espère que mais ça m'être débarrassé de la bonne femme ou du bonhomme. Voilà. Mais dans ce genre et tu l'as compris qu'avec ce genre de culture, ce genre de croyance, ça peut donner naissance à certains dérapages. Et il y a quelques jours, il y a un tribunal chinois qui a condamné 4 personnes pour vol de cadavres. Oh. Et ces vols de cadavres étaient destinés à des mariages posthumes pour s'inscrire dans la fameuse tradition dont je te parle. Et ils font quoi? Ils font un rituel de mariage? Donc, lorsqu'une personne décède, il arrive que les parents du défunt, parce que dans cette culture hyper conservatrice, il arrive que lorsqu'une personne célibataire décède, que les parents de cette personne décédée organisent une sorte de mariage posthume avec une jeune femme célibataire également décédée depuis peu. Bon, on s'entend, ce n'est qu'une cérémonie, là. Donc, on a 2 cadavres, on prend contact avec la famille de la défunte ou la famille du défunt, on s'entend, et puis on fait une sorte de rituel pour que les époux, les nouveaux époux posthumes puissent être enterrés ensemble. Et ainsi, ensemble dans l'au-delà. Voilà, et être unis ainsi dans l'éternité. Bon, dans le cas des personnes qui ont été condamnées la semaine dernière, ces gens-là auraient simplement déterré des corps de femmes, mortes depuis peu, évidemment, auraient lavé les corps, auraient fabriqué de faux rapports de décès, et tous ces documents, donc le cadavre et l'acte de décès, auraient été donc vendus à des familles qui avaient malheureusement rencontré, qui subissaient un décès là, d'un membre de leur famille qui était encore célibataire. Es-tu sûr que t'as pas de nouvelles sur le Chupacabra en place? Ces personnes ont été condamnées à des peines allant de 28 à 32 mois et le juge a mentionné au moment du prononcé de la sentence que ces gens avaient malheureusement exploité sans scrupule une tradition dépassée et critiquable. Et cette technique, pas cette technique, mais ce rituel qu'on appelle les mariages fantômes. Et apparemment, ces gens-là auraient encaissé des sommes allant jusque pour l'ensemble de leurs transactions. Ils auraient vendu une dizaine de cadavres. Ils auraient encaissé tout près de 40 000 $ dans la vente de ces fameux cadavres. D'accord. Un tueur en série. Un tueur en série, médium. Oui. Là, tu vois, l'affaire est un petit peu, j'allais dire presque cocasse, mais évidemment, comme il y a des gens qui décèdent, c'est jamais très cocasse, mais c'est des techniques, hein. Et ça s'inscrit un peu dans ce qu'on disait tantôt, un peu avant que j'entende. On parlait de ces histoires d'hypnothérapeutes, et là, on fait croire à peu près n'importe quoi, ça relève presque de l'escroquerie. Ici, malheureusement, l'escroquerie est poussée à son maximum, hein. C'est la police moscovite qui a arrêté il y a quelques jours un certain Grigory Martirosyan. L'homme qui se décrivait lui-même comme un médium, un psychic, on s'entend bien, était bien connu à Moscou et est suspecté d'avoir assassiné 3 top modèles russes. Donc, ces 3 femmes, qui s'adonnaient également à la prostitution de luxe, auraient fait appel à ce médium dans le but de purifier leurs âmes. Et c'est une discipline à laquelle, évidemment, le médium était réputé exceller. Et là, ici, il faut comprendre qu'en Russie, on fait pas trop confiance aux banques. Donc, les gens préfèrent garder leur bas de laine sous leur matelas. Et c'est donc un peu cette technique qu'en fait, il a utilisé, ce médium a utilisé cet état social. Il se rendait donc chez les jeunes femmes en question pour apparemment purifier leur âme, les droguait. Et une fois qu'elles étaient droguées, elles mouraient d'une surdose. Hein, il les droguait avec, il utilisait notamment de la cocaïne pour les droguer pour qu'elles meurent d'une overdose. C'était donc une technique, les policiers n'y voyaient que du feu en se disant, ce sont des jeunes femmes, prostitution, elles sont également toxicomanes, elles sont simplement mortes d'une overdose. Et ce médium utilisait donc le fait qu'il était sur place pour ensuite les dévaliser, trouver leur bas de laine et s'enfuir.
Il aurait pu continuer son manège longtemps, n'eût été des caméras de sécurité autour de ces édifices qui ont filmé le personnage en question entrant et sortant des édifices à 3 reprises, suivant les qui ont précédé donc les décès. Donc la police a eu la puce à l'oreille et on a arrêté le médium qui visiblement lui n'avait rien vu venir. Et donc il fait face à des accusations de meurtre en série. C'est un médium ou pas? Ben, il l'a pas vu venir. Non, il l'a pas vu venir. Ben, faut dire que sa spécialité, c'était la purification de l'âme. Ah oui, d'accord. Là, j'imagine que dans pas la voyance. Non, pas la voyance. Mais là, dans les prisons moscovites, j'imagine qu'on va s'occuper de nettoyer son âme. OK, merci. Des rats télépathes. Ah oui, ça, Benoît, c'est dégueulasse aujourd'hui, vraiment, là. Non, c'est une nouvelle qui tue. Non, des rats, en plus, des cadavres, des sacs. Écoute, Benoît, ça, c'est vraiment une nouvelle très intéressante. Écoute, il y a une étude qui vient tout juste d'être publiée par l'Université Duke à Durham, en Caroline du Nord, qui est d'ailleurs, qui est associée également au laboratoire de parapsychologie aux États-Unis. Et, donc, cette l'Université Duke à Durham a publié une étude qui montre que si nous ne sommes pas des télépathes naturels, on pourrait bien le devenir d'ici peu avec un petit coup de pouce de la technologie. Et là, je vais t'expliquer ce qu'ils ont fait. Je résume l'expérience, c'est assez complexe. Ouais. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont pris des groupes de rats. Et en fait, ils ont pris un groupe de rats sur lesquels ils ont implanté des microtransmetteurs qui ne servaient qu'à augmenter la transmission du courant électrique, en fait, des impulsions électrochimiques dans le cerveau. Et là, ils ont pris donc ces rats et ils les ont conditionnés à faire des actions très précises. Donc, pour résumer encore, ce qu'ils ont fait, ils ont placé le rat, par exemple, dans une cage, et là, il y avait un voyant vert et un voyant bleu. Sous le voyant vert, il y avait un bol vert dans lequel, lorsque le voyant s'allumait, il y avait un peu d'eau qui tombait. Donc, le rat, en voyant la lumière, devenait conditionné à aller dans le bol vert pour boire de l'eau. Et si c'était le voyant rouge, il y avait des graines de nourriture qui tombaient, le rat allait dans le bol rouge manger les graines. Avec le temps, on a ajouté des délais. Donc, le voyant allumait, le rat allait au côté et l'eau arrivait un petit peu après. Bouffe et eau. Et donc, les rats sont devenus conditionnés. À partir du moment où ils voyaient la lumière, ils devenaient conditionnés à aller vers le bol rouge ou vers le bol vert. On a donc jumelé ces rats-là avec d'autres rats qui avaient également des microtransmetteurs. Et ces autres rats-là, on les a placés dans des cages où il n'y avait pas de voyant lumineux. Il n'y avait simplement qu'un bol vert et un bol rouge. Et le rat qui était jumelé à celui-là, donc, quand lui voyait la lumière rouge s'allumer dans sa cage, il se dirigeait vers le bol rouge parce qu'il savait qu'il y aurait de la nourriture. L'autre rat, dans l'autre cage, même s'il voyait pas de lumière s'allumer, se dirigeait spontanément vers le bol rouge ou vers le bol vert en fonction des voyants allumés dans l'autre cage. Il y avait donc une transmission de l'information, une transmission de l'anticipation de ce qui allait se produire. Et ça, ce que ça nous montre, c'est qu'il y a une sorte de transmission télépathique qui se faisait entre les rats d'une cage aux autres rats. À partir de là, donc, avec quelques transmetteurs, en augmentant les pulsions électrochimiques de notre cerveau vers des émetteurs, nous pourrions peut-être un jour devenir tous des télépathes. C'est quand même fascinant comme nouvelle, Benoît. Pas sûr de vouloir lire dans ta tête, Christian Page. Je suis vraiment pas sûr. On revient après ceci. Mythes et complots avec Christian Page. Bon, après être allé dans les bas-fonds, est-ce qu'on peut aller dans les vers le cosmos? Dans le cosmos? Allons vers le cosmos. Parlons d'OVNI, s'il te plaît. Ben oui, écoute, on se rappelle que le 15 février dernier, une météorite est tombée près du village de Tcheliabinsk. Tu te rappelles de cela? Et à l'époque, au moment où la météorite est tombée, avec l'impact, il y a eu une sorte de bang supersonique et qui a à peu près brisé toutes les vitres de la ville et on a déploré à peu près 1000 blessés, là, surtout par des éclats de verre qui étaient tombés de ces vitres. D'après les experts de la NASA, le fameux bolide en question faisait environ 15 mètres de diamètre, devait peser près de 10 000 tonnes et l'objet, lorsqu'il a explosé au-dessus des montagnes de l'Oural, il avait une puissance de 500 kilotonnes. Pourquoi je te reviens avec l'histoire de la météorite? Parce que depuis quelques jours maintenant, on retrouve sur le web des images. Ce ne sont pas vraiment de nouvelles images, ce sont des images. On sait que la météorite a été filmée, faisait simplement les gens qui nous écoutent n'ont qu'à googler, ils vont voir plein de films qui ont été tournés de la fameuse météorite. Mais les amateurs d'OVNI ont commencé à regarder ça et en prenant une image au ralenti de la météorite, on constate que quelques secondes avant que la météorite éclate en morceaux, elle est frappée de plein fouet par un objet volant blanc cylindrique.
Pourrait-il s'agir d'une météorite? Pourrait-il s'agir d'un missile? Ou pourrait-il s'agir d'un ovni? Alors là, le débat est ouvert. Mais comme on le sait, les météorites sont des objets qui sont très souvent imprévisibles, donc il serait difficile de pouvoir orienter, si on aurait voulu détruire la météorite, il aurait été difficile d'orienter une tourelle à missile vers la météorite pour la frapper. Alors là, les amateurs d'OVNI soutiennent que l'objet blanc que l'on voit sur ces images, et les gens qui nous écoutent pourront voir ces images-là de façon soutenue, parce qu'on ne parle à peu près que de ça là, sur les sites Internet, et donc on va voir ces images. Et malheureusement, ce qui se produit, c'est que les images sont très floues, donc difficile de dire exactement ce que c'est. Et les amateurs d'OVNI font remarquer que depuis quelques semaines qui ont précédé la chute de la météorite, les observations d'OVNI étaient en augmentation importante dans cette région de la Russie. Alors pourquoi pas collision entre un OVNI et la météorite? L'as-tu vu? Ah, j'ai vu les films et j'avoue que c'est pas du tout convaincant. Pas du tout convaincant. On voit quelque chose dans l'air, mais le problème avec ce genre de film, c'est que le quelque chose que l'on voit dans l'air, à cause de la pixelisation de l'image, on est en image numérique, il y a une sorte de pixelisation qui se fait de l'image, on n'arrive pas à déterminer si c'est un objet qui est près de la caméra ou loin de la caméra. Donc, il pourrait s'agir simplement de la chute du météorite et avec un oiseau qui passe en premier plan, et puis on a l'impression que ces deux images-là vont converger l'une vers l'autre. Il me semble, tu sais, s'ils ont la technologie assez avancée pour traverser dans l'univers, ils devraient avoir des sièges éjectables. Ouais. Tu sais, en cas de collision. Et ne pas cracher à Roswell. Mais il me semble. Surtout à Roswell. Il me semble, en plein désert. Benoît, tu as déjà été à Roswell? Non, je vais y aller un jour. Mis à part le fait que Demi Moore soit né à Roswell, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose là. C'est vraiment, c'est le désert. Non, d'accord. Ils nous rendent visite? Oui, donc, parlons d'extraterrestres et, la grande question, est-ce qu'ils nous rendent visite? Est-ce qu'on a des preuves de ces visites extraterrestres? Et même, qui plus est, des humains se font-ils enlever par des extraterrestres? Non. Et la grande réponse, la réponse en tout cas que soutient Don Derry, un professeur de psychologie maintenant retraité de l'université McGill, dans un livre à paraître tout prochainement au mois de mai qui va s'intituler UFOs, ETs and Alien Abduction, A Scientist Looks at the Evidence. Donc Don Derry soutient que tout ça, c'est tout à fait vrai. Bon, faut te dire que moi je connais Don Derry. Dans les années 70, il y avait au Québec une association de recherche sur les ovnis qui s'appelait UFO Québec. Oui. C'était une association qui était très crédible, qui était surtout composée à la tête dirigeante de gens qui avaient des formations techniques ou scientifiques. Don Derry était l'un des personnages que l'on retrouvait à la tête de ce groupement UFO Québec. Donc, Don Derry a été sur le terrain, il a enquêté sur ces observations d'OVNI, il a également enquêté sur ces histoires d'enlèvement extraterrestre. Don Derry avait toujours été, si tu me permets l'expression anglophone, un peu low profile, donc un peu fantomatique. Ouais. Donc, c'est un personnage qui est un peu dans l'ombre. On le comprend. Son poste à l'université McGill lui interdisait de prendre ouvertement position dans ce genre de sujet. Mais là, voilà maintenant qu'à la retraite, Don Derry a décidé de parler de ces sujets-là, qui le passionnent depuis plus de 40 ans maintenant. Donc, lorsqu'il parle des observations d'OVNI, je dois t'avouer que sur le premier thème, je suis assez d'accord avec lui. Il fait surtout référence aux dossiers aéronautiques. Il dit, voici, on est en présence de cas d'observation d'OVNI qu'on n'explique pas. Bon, bien souvent, si on prend un témoignage isolé d'un individu qui roule sur une route isolée, qui voit une lumière dans le ciel, il n'y a pas grand-chose qu'on peut dire. Mais dans le cas des dossiers aéronautiques, et quand je parle de dossiers aéronautiques, je parle de cas d'observation faits par du personnel volant, donc des pilotes, des stewards, des hôtesses, et aussi le personnel au sol. Et pourquoi ces dossiers-là sont intéressants? Parce que dans un premier temps, on est en présence d'observateurs aguerris, et dans bien des cas, il y a également des relevés télémétriques. Les radars à l'intérieur des avions ou les radars au sol vont détecter la présence de cet OVNI, et dans bien des cas aussi, il y aura une communication qui sera enregistrée sur le vif. Au moment où l'observation se produit, le pilote parle à la tour de contrôle, leurs échanges sont enregistrés dans les boîtes noires, et ensuite, on a donc un témoignage qui a été fait sur le vif, et non pas un témoignage qui sera colligé des semaines ou des mois après. Mais il n'y a toujours pas d'image. Mais voilà, là où il y a un petit problème, là où moi je me distancie un peu de Don Derry, Don Derry dit,
la technologie que semblent démontrer les performances aériennes de ces engins, ce sont des performances que on n'est pas capable de reproduire. C'est une technologie qui visiblement ne vient pas d'ici, et ce qu'il fait comme mathématique ou comme raccourci, c'est si ça ne vient pas d'ici, ça doit donc venir d'ailleurs. C'est la position de Don Dundee, je la respecte. Moi, je me garde un droit de réserve avant de tirer la conclusion de ça vient d'ailleurs. Quant aux enlèvements extraterrestres, alors là, Dundee nous dit, et il sait de quoi il parle, il a été longtemps professeur de psychologie à l'Université McGill, il dit, voilà, ce phénomène des enlèvements extraterrestres ne s'explique pas par de simples pathologies psychiatriques, comme le soutiennent les amateurs ou les sceptiques, par exemple. On dit, non, tout ça est de la foutaise, ces gens-là sont malades, ces gens-là vivent des psychoses. Dundee dit, non. Il a enquêté sur certains de ces cas-là et on va bien au-delà de la simple pathologie psychiatrique. Bon, ben, le livre sort ce printemps. Oui, le livre sans monnaie, oui, on pourra en reparler absolument. Évidemment. Merci, Christian Page. Merci à Larry Dufresne, à Alexandra Marcoux et à Marie Duchesneau et à Mathieu Mécanin. J'oublie son nom de famille. On se refait ça demain dès midi. Au revoir.